Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien et on accueille Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, pour les jeunes, pour ceux qui ont la mémoire courte, en tout cas, vous avez été secrétaire d'État avec un portefeuille très large, parce qu'il y avait l'artisanat, le tourisme, commerce, les PME. Les PME, ce qui est aujourd'hui un portefeuille en ministre délégué pour être un peu précis. Absolument. Un portefeuille très large et vous aviez créé parce que c'était une conviction que vous portiez, les auto-entrepreneurs, c'était l'idée de dire on devient entrepreneur en France. C'était ça la philosophie de votre... Oui, la philosophie, c'était une philosophie de simplification de la création d'activités. Et puis, il y avait aussi l'idée qu'il fallait se retrousser les manches quand la situation était difficile ou que l'on n'avait pas forcément ni les études, ni les diplômes, ni la carte de visite qui permettait d'avoir accès à l'emploi. Non, mais je voudrais juste qu'on se souvienne, qu'on se remette dans la période. On n'est pas dans la période aujourd'hui où je dirais l'entrepreneuriat, l'entreprise, les chefs d'entreprise ont plutôt une image positive, voire très positive. On était dans une période où globalement les chefs d'entreprise avaient mauvaise presse et que ceux qui voulaient créer leur boîte, c'était, je mets des guillemets, mais des capitalistes. C'était ça le contexte. Oui, vous savez, la société française a longtemps vécu sur l'idée simple, un peu manichéenne. Il y avait d'un côté les salariés, souvent exploités, et de l'autre côté les patrons, souvent profiteurs. Donc c'est cette dichotomie, c'est cette contradiction qui, d'une certaine manière, a été levée par l'auto-entrepreneur parce qu'on pouvait être son propre patron et pouvoir continuer à exercer une autre activité. Une double activité, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui quand on regarde les statistiques, on voit que c'est une activité, alors pour une grande partie complémentaire, qui est souple, qui est facile d'accès et qui permet tout de même d'accéder ensuite à une véritable entreprise. Parce que l'esprit, c'était cela aussi. Il y avait l'esprit, il y avait en fait deux idées. Mais au départ, j'en avais qu'une, c'était l'idée de mettre le pied à l'étrier pour celui qui voulait créer son activité, son entreprise. Et puis ensuite, je me suis assez rapidement aperçu qu'à peu près un auto-entrepreneur sur deux développait l'idée d'avoir un complément de revenus. Donc on a eu dès le début cette double caractéristique, soit on crée son entreprise et on la développe, après on change bien sûr de statut, ou alors on a une activité qui vient compléter des revenus qui sont parfois insuffisants. Quelques mots d'histoire. Le statut a été réformé, vous étiez exprimé à l'époque, parce qu'au gré des alternances politiques, certains considéraient que cela faisait de la concurrence déloyale, les artisans étaient montés au créneau, puis est arrivé le débat des plateformes. Oui. Comment vous vous situez par rapport à ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu des abus ? Est-ce qu'on a tiré sur la corde avec ce statut ? Parce que les grandes plateformes américaines se sont dites, après tout, c'est une aubaine, on va laisser toutes les cotisations et tout aux salariés. Oui. Moi, je pense que, en fait, ça a été un grand bonheur pour moi que de créer ce statut. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'auto-entrepreneurs. Alors, ils ne sont pas tous actifs, très actifs, mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus qu'un phénomène de mode, puisqu'il y avait en gros 7% d'indépendants dans la société française, il y en a aujourd'hui 14%, c'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur a fait doubler le nombre des indépendants dans ce pays, et j'en suis heureux. Je suis fils d'artisan et j'ai été baigné dans cette idée que le salariat, c'était bien parce que ça protégeait et que les artisans, ils avaient droit à pas grand-chose en termes de protection et à pas grand-chose en termes de retraite. Ouais. Donc aujourd'hui, on rétablit d'une certaine manière une réalité, c'est que l'indépendance, elle s'adapte beaucoup mieux à la situation d'aujourd'hui, à la révolution technologique qu'hier. C'est beaucoup plus souple. Hervé, et pour les plateformes, pour répondre très précisément parce qu'il y avait un enjeu politique là. Il y avait un enjeu politique qui était que tout le monde pensait qu'on devait être salarié. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus le cas. Le salariat reste la forme, bien sûr, prédominante, majoritaire, très majoritaire, et il le restera pendant très longtemps, mais on s'aperçoit que pour avoir une activité, parfois c'est mieux qu'elle soit souple, qu'elle soit flexible et qu'on se fasse rémunérer par un contrat de prestation plutôt que par un salaire. C'est ça la réalité. Et cette réalité, elle a été dynamisée par la révolution technologique et par le numérique. Alors maintenant, les plateformes. Les plateformes, c'est quoi ?
c'est d'une certaine manière la constatation qu'on peut facilement croiser l'offre et la demande quand on a besoin de quelque chose. Et aujourd'hui, on le voit bien, ce phénomène des plateformes, il n'est pas lié uniquement à ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire aux abus sur les livreurs, aux abus éventuels sur les livreurs, parce qu'il y en a, ou sur les VTC. Et aujourd'hui, ça fait 10% ou 20%. C'est vrai que ce n'est pas la majorité. C'est pas du tout la majorité. Et il y a beaucoup de plateformes qui ne font que faciliter cette rencontre entre quelqu'un qui veut une prestation de service, qui veut offrir une prestation de service, et de l'autre, quelqu'un qui en a besoin. Mais Hervé Novelli, un chiffre qui va me permettre d'essayer de réfléchir à la manière dont le monde peut changer, parce que c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, on voit les chiffres, création d'entreprises en 2020, 850 000, et là on a le chiffre qui va apparaître, plus d'1 million, 1 50 357 créations d'entreprises, c'est-à-dire que ça progresse encore, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes, même de salariés en reconversion, parce qu'on va parler de votre tribune sur les seniors dans quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le salariat prédomine et vous dites qu'il continuera à exister, j'ai quand même le sentiment que de plus en plus, la jeune génération cherche à ne plus être tenue dans un rapport de subordination, mais dans un rapport de contrat et donc de prestation. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Parfaitement, vous avez parfaitement raison. C'est notamment encore plus vrai chez les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, familialement ou dans les activités que j'ai développées. Et vous avez aujourd'hui, alors c'est le paradoxe, chez les diplômés et chez les jeunes qui ont fait un certain nombre d'études, ils ne veulent plus très majoritairement se retrouver dans la position que vous décrivez, une position de subordination dans le cadre d'un contrat de travail rigide à leurs yeux, qui ne leur permet pas de travailler quand ils veulent et de s'arrêter quand ils le veulent. Et donc ça, chez les jeunes, c'est marquant. C'est le phénomène du moment, là. On est en plein dedans, là. C'est un phénomène structurel, de mon point de vue. Ça va durer, ça va se développer parce que, on le voit bien, les règles qui ont été posées au XXe siècle ne sont pas forcément les mêmes, et c'est mon grand débat et ma grande conviction qu'au XXIe siècle, avec la révolution numérique, qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Donc le marché du travail est dérégulé, le rapport au travail... Le marché du travail évolue de manière extraordinaire. Regardez ce qui se passe pour les salariés, qui sont de moins en moins dans la position de subordination que vous décriviez. Le télétravail, par exemple, a bouleversé cette subordination. Quand on est chez soi, quand on fait du télétravail ou à l'hôtel ou n'importe où, on n'est plus dans l'état de subordination classique, rigide, que l'on avait lorsqu'on était dans l'entreprise, dans un lieu fixe, sur un travail posté, avec des horaires fixes. Donc tout ça bouge énormément et le droit, les normes ne bougent pas au même rythme. Ça, c'est le débat du Code du travail. Et ce qui me permet de faire la transition avec la tribune que vous avez signée il y a quelques semaines, qui est un peu un coup de gueule, parce que vous êtes, je dirais, sorti de la politique, vous n'êtes plus député, vous n'êtes plus ministre, mais vous observez évidemment notre vie économique et donc notre vie politique et la manière dont elle évolue. Vous la co-signez, vous dites les seniors sont jugés trop chers, moins performants. Pour eux, la situation risque de devenir intenable puisque l'âge de la retraite aura tendance à s'allonger. Que faire vous démarrez à 47, des 47 à 65 ans, beaucoup ne retrouveront pas forcément de poste à la hauteur de leurs compétences et de leurs ambitions, et cela au moment où ils sont les plus expérimentés. Si je veux amener une question derrière ce petit paragraphe de la tribune, c'est vous dites, ces seniors, ils ne trouveront pas de boulot en salariat, mais par contre, ils seront entrepreneurs et ils seront en prestat. C'est ça que vous dites? C'est ça. L'idée, c'est de tenir compte de la réalité et de ne pas toujours balancer des prismes qui ne correspondent plus à cette réalité. Si on dit que le salariat, et tout le monde en est d'accord, est aujourd'hui une forme d'activité qui n'est pas prisée par tout le monde, eh bien, on doit en tirer les conséquences. Moi, je regrette qu'on réfléchisse, y compris pour les seniors, à un prisme qui est uniquement des contrats assouplis, mais qui se situe toujours dans le cadre salarial. C'est ça votre idée, c'est que offrez d'autres alternatives aux seniors que des emplois salariés ou salariaux moins payés, parce qu'il y a le débat aussi, en général, quand on fait revenir un senior, on lui dit malheureusement, vous aviez des salaires trop élevés, il faut faire un effort. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui, et cette réalité, on ne voit pas pourquoi elle serait différente, puisque les entreprises ont tendance à se séparer.
de ces seniors, Évidemment. ce qui est une tendance qu'on peut critiquer, mais qui est là. Et donc, on ne voit pas au nom de quoi, par une baguette magique, en assouplissant un peu le contrat de Vous n'y travail, croyez ou pas en à ça? mettant à temps partiel, c'est utile. Moi, j'ai lu la tribune qu'a fait mon ami Franck Morel Oui. sur Qui vient sur notre plateau, d'ailleurs. l'Institut Montaigne. Vous le saluerez de ma part. On a beaucoup travaillé ensemble. Mais toutes les solutions qu'il liste, aucune ne se situe hors du cadre salarial. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il faut tenir compte de cette évolution et que je dis, voilà, eh bien des salariés seniors, vous vous rendez compte quand même que... 47, vous démarrez à 47 là. Oui, mais quand on regarde 60 ans, à partir de 60 jusqu'à 64 ans, il n'y a qu'un tiers de ces salariés qui travaillent aujourd'hui dans notre pays, alors qu'il y en a 1 sur 2 dans l'Union européenne. Donc on voit bien que c'est un désastre. C'est un désastre. Et donc je dis, offrons une alternative, offrons une opportunité, comme je l'ai fait lorsque j'ai créé le statut d'auto-entrepreneur, et ça a marché. Vous êtes en train de réfléchir, je dis ça peut-être à bas bruit, pas par votre influence, à créer quoi, un nouveau statut de type auto-entrepreneur pour les seniors, quelque chose qui soit capable aux seniors d'apporter son expérience? Moi, ce que je souhaiterais, et je réfléchis à une dérogation, parce que la loi que j'avais posée disait l'auto-entrepreneur ne peut pas retourner dans l'entreprise dans laquelle il travaillait comme salarié pendant un délai. C'est vrai. Pour éviter les abus. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que lorsque un salarié senior adopte un statut d'auto-entrepreneur, qu'il puisse retourner dans l'entreprise d'origine ou ailleurs, mais aussi dans l'entreprise d'origine, pour faire en sorte de donner son expérience et sa compétence à un junior. C'est un amendement à l'Assemblée qui permettrait de faire une dérogation. C'est très simple. Comme toujours, on raffine toujours et on complique des choses très simples. Il faut aller vers la simplification. Donc voilà ce que je propose. Je propose que des seniors viennent apporter leur expérience à des juniors. Le gouvernement a bien agi sur l'apprentissage. On a aujourd'hui un boom de l'apprentissage. Mais les primes à l'apprentissage, elles se terminent à la fin de l'année. Et donc, elles sont réduites pour l'instant. Oui, elles vont être réduites, mais ce qui est sûr, c'est que l'État ne pourra pas continuer d'offrir des primes aussi attractives. Et donc, moi, ce que je propose, eh bien, c'est que, en fait, on puisse, puisque le gouvernement a une grande ambition, il veut aller au million. D'apprentis, eh bien pour aller au million d'apprentis, faut 300 000 seniors qui viennent apporter leurs compétences et qui lient la transmission de leur savoir à un apprenti, y compris dans l'enseignement, y compris dans les études supérieures. Bien sûr, donc voilà l'idée. On a tourné autour il y a 15 ans. Quand on a fait la pré-retraite progressive. Vous vous souvenez, c'était l'idée, on ne part pas tout de suite dans l'entreprise. J'étais moi-même entrepreneur, donc je l'ai fait. Ça coûtait trop cher à l'entreprise, parce qu'elle avait un salaire en plus. Exact. Et elle avait donc un surcoût qui a fait que cette méthode n'a pas marché. Moi, j'en propose une autre qui a l'avantage de faire en sorte que l'entreprise n'ait pas de surcoût et puisse faire en sorte que les charges sociales, eh bien, ce soit l'auto-entrepreneur qui s'en acquitte à travers son statut, soit d'auto-entrepreneur, soit d'entrepreneur individuel. Et ça doit pouvoir résoudre le problème et arriver à l'ambition du gouvernement. On n'aura pas le temps, mais dans cette tribune, vous évoquez les causes qui posent le problème. On va voir les chiffres du taux d'emploi chez les jeunes et chez les seniors. Alors on cite souvent celui des seniors. La cause que vous évoquez, ce sont les charges sociales et le montant des cotisations qui retient le chef d'entreprise à embaucher sous la forme salariale, qui vient faire écho à ce que vous nous dites. On va voir les deux taux d'emploi, parce que celui sur lequel, alors nous ici on en parle beaucoup, et notamment avec Franck Morel, taux d'emploi des seniors 56,1, c'est un taux d'emploi qui a progressé, il faut quand même le préciser, on part de plus loin, entre donc des personnes âgées entre 55 et 64 ans, mais, et c'est ça que vous soulignez dans votre tribune, le taux d'emploi des 15-24 ans, c'est-à-dire des jeunes, lui, est de 32,2%, très faible, et vous dites qu'il y a un vrai danger à casser les deux bouts de la chaîne. Absolument, et ce que je souhaite, c'est résoudre les deux problèmes par une solution unique, qui est la solution d'appareillage entre les seniors et les juniors, les uns apportant leur expérience, leurs compétences et leur utilité. Parce que ce qui est dramatique, c'est quand à 58 ans, on vous dit au revoir, eh bien, vous avez un sentiment d'inutilité qui vous affecte. C'est très violent. C'est très violent. Et par ailleurs, on a ce problème non réglé
même si là encore le gouvernement a produit cette belle réforme de l'apprentissage, mais très coûteuse, il faut le reconnaître, eh bien, ça peut marcher en appareillant les deux. Mais pour terminer cette émission, vous dites qu'il faut vraiment soigner à la fois l'accessibilité des seniors à l'emploi sous une forme différente, plus souple, plus adapté. Et pour les jeunes, vous dites quoi? Parce que là, évidemment, vous dites les mesures gouvernementales, elles marchent très bien, puisqu'on est à plus de 750 000 alternants, ça veut dire que ça fonctionne. Mais, oui, mais là, le gouvernement a fixé une ambition à 1 million. Mais que le coût n'est pas tenable. À terme, ça ne va plus marcher. Il y a une courbe qui fait qu'il y a une accoutumance à la subvention et qui fait qu'on n'aura pas les 300 000 supplémentaires. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on les ait avec cette méthode qui est radicalement très peu coûteuse pour la puissance publique, qui s'adapte à l'ère du temps et qui fait que les seniors se sentent plus libres. Avoir des emplois. Lorsque vous avez 58, 60, 61, 62 ans, vous voulez aussi adapter vos horaires. Évidemment. Vous voulez aussi de la souplesse. Et vous avez souvent aussi déjà enregistrer une forme d'auto-entrepreneuriat. Donc vous nous décrivez finalement à travers votre regard, votre expérience et la naissance de cet auto-entrepreneur qui est bien vivant et qui se développe, l'idée que notre monde du travail connaît une révolution majeure. Oui, c'est une révolution majeure et tout le monde doit en tenir compte. Et ce que je regrette, c'est que par pusillanimité, par timidité, par crainte aussi, eh bien, les normes et les règles demeurent immuables, comme si le monde et le code du travail qui en a découlé étaient toujours régis par ce mode salarial dont on voit bien que les formes modernes, technologiques, s'en affranchissent. Et c'est ça qui me navre beaucoup, c'est qu'on ne prenne pas à bras le corps ce type de problème. Ça marche. Et lorsque ça marche, pourquoi s'en priver? Il y a un débat que vous soulevez sur les cotisations, parce que l'argument qui vous est évidemment renvoyé, c'est de dire, mais attendez, plus de salariat, c'est plus de cotisations, et donc, c'est notre modèle social qui est en danger. Mais notre modèle social est malade, par ailleurs. Il est déjà très malade. Et en plus, on vit sous le mythe que les indépendants ne paient pas de cotisations. C'est totalement faux. Ils payent des cotisations. À hauteur de quoi? 24% les indépendants? Les indépendants, ça dépend de leur forme. Voilà. Soit ils sont commerçants, soit ils sont artisans ou professionnels libéraux. Et ils payent des cotisations. Simplement, comme ils ont un statut, un régime d'auto-entrepreneur. Donc d'entrepreneur, on estime qu'ils ne doivent pas cotiser à une assurance chômage qui ressort du monde salarié. Lorsque vous êtes entrepreneur, eh bien, votre monde, c'est celui de la clientèle. Il faut aller chercher des clients et quand vous allez, quand vous ne les trouvez pas, c'est là que les difficultés commencent. Mais vous pouvez vous assurer contre l'inactivité et le gouvernement a pris cette position de créer une assurance chômage pour les indépendants qui est très faible en ce moment. C'est vrai. Dont on espère qu'elle sera un jour élargie. Malgré une réforme récente d'ailleurs sur la réforme des indépendants dont on avait parlé. Hervé Novelli, vous êtes en campagne, mais pas électorale, mais une campagne pour faire avancer vos idées. Oui, mes idées et aussi le bien commun, parce que qui aujourd'hui prendrait la responsabilité de supprimer 2 millions d'auto-entrepreneurs? Le débat est dépassé. On voit bien que les gens veulent travailler sous une forme nouvelle, et notamment les jeunes. Et donc, ce qu'il faut simplement, c'est que l'État, garant du droit et de la régulation, pose de nouvelles normes qui empêchent la jungle. Encore faudrait-il qu'il en ait la volonté politique et le courage. Lisez cette tribune, co-signée par Hervé Novelli. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État en charge d'un portefeuille très large et le père de l'auto-entrepreneuriat. Et je l'ai co-signé cette tribune avec Jean-Pierre Scandella, le président d'Aroman, qui est une société de chasse de tête. Voilà, c'était exactement ce que je voulais que vous complétiez. C'est parfait. Merci d'être venu sur notre plateau nous éclairer. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Partagé. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Je sais que vous êtes très curieux, Hervé Novelli. On va découvrir un nouveau métier, house manager. Mais qu'est-ce que c'est que donc? On vous explique tout.